This is Algeria. يصعب للشعب باش يبدا الثورة ويصعب له بزاف باش يوصلها. La France doit-elle rester en Algérie? Pourtant, la guerre d'Algérie vient de commencer. Important des mouvements vers le noir. D'une nouvelle révolte des Chaouia. Les Aurès, une région de tout temps contaminable par les idées révolutionnaires. En 1956, ils étaient près de 20 000, bien entraînés. On les appelait les Moudjahidines. مجاهدين مناضلين حملوا المشعل نتاع الثورة والمشعل نتاع الحرية. This is Algeria. The peace has just begun. Peace and independence. Fashhadou, histoire et mémoire. Bonjour à toutes et à tous, Rachida, Fatima, bonjour. Donc comme tous les samedis, dans ce magazine, nous retrouverons Badia Haddad et Dahou Jarbal qui nous entretiendront des différents courants politiques qui ont traversé l'étoile nord-africaine à sa création dans Tarihouna. Abdou Sayeh, quant à lui, est parti à la rencontre d'un grand monsieur qui a plusieurs cordes à son arc, chanteur, sportif, peintre, auteur du sigle de la RTA. Ce sera dans Art et Révolution. La solidarité estudiantine étant à l'honneur, et notamment l'Union nationale des étudiants de France et ses relations avec l'UGMA, Lemia Mahfouf nous gratifiera de 2 échos dans Bekri. Et dans l'espace Hiwar, notre ami Rachida Mansef est allé à la rencontre de M. Dominique Vallon, auteur donc de l'ouvrage que vous nous présenterez tout à l'heure, et que nous vous invitons d'ailleurs à retrouver aujourd'hui, à partir de 14h30, puisqu'il sera à la librairie du Tiers-Monde à Alger pour une séance de débat et de vente dédicace. Mais ce sera après le billet de Rachida Mansef. Le billet de Rachida Mansef. La révolution algérienne, nous ne le dirons jamais assez, a été l'œuvre de jeunes gens que le colonialisme avait fait mûrir bien trop tôt. Des campagnes et des villes, des non-instruits, comme des universités pour peu d'entre eux, des lycées, des collèges même, de jeunes musulmans, indigènes, épousent l'idéal de l'indépendance et se mettent à son service. Compréhensible donc de retrouver dans cette lutte de décolonisation autant de générosité, de dévouement, de désintéressement que d'ardeur et de romantisme. L'injustice leur était insoutenable, et les rêves les portaient, ici sur cette terre et où qu'ils se trouvent. C'est ainsi que les quelques 200 étudiants qui se trouvent à Paris, par exemple, pour poursuivre leurs études, y rencontrent d'autres enfants, d'autres damnés de la terre, indiens, malgaches, maghrébins, indochinois, et prennent conscience très vite de ce qui les lie, entre eux d'abord, et puis aux jeunes Français étudiants ensuite. Syndiqués ou non, laïcs ou catholiques, de la GEC par exemple, la jeunesse étudiante catholique, bien courageuse sur la question algérienne. Les étudiants français en 1954 ont vu leur enfance marquée par la Deuxième Guerre mondiale et la résistance. L'occupation, ils savent ce que c'est. La libération de l'Indochine avec Dien Bien Phu les impressionnera profondément. Et en 1946, l'UNEF, l'Union nationale des étudiants français, qui est née en 1907 comme fédération des AGE, Assemblée générale d'étudiants, se donne une charte à Grenoble qui définit l'étudiant comme jeune, travailleur, intellectuel. Le Rubicon est franchi. Le syndicalisme étudiant français dépasse désormais la défense des intérêts immédiats des étudiants pour adopter des positionnements politiques, pour se donner le droit de réfléchir à la place de l'université, qui conduira d'ailleurs à l'explosion de mai 68
et à intervenir dans la défense des libertés à travers le dialogue et les actions avec le syndicalisme ouvrier, les mouvements de jeunesse et les organisations étudiantes à travers le monde. En 1954, l'UNEF n'est pas encore cet énorme syndicat qui regroupera la moitié des étudiants français en 1962, soit 100 000 sur 200 000. Mais il est déjà fort. Il est constitué d'une majorité qui se réclame de l'apolitisme et une minorité de gauche aux couleurs variées. 55 arrive. C'est l'année de la constitution de l'UGMA, acquise au FLN dès sa naissance. Autre histoire sur laquelle nous reviendrons pour le 19 mai. 55, c'est le 20 août et la répression féroce qui fait basculer les Algériens dans le camp du FLN. C'est le rappel pour l'armée en Algérie qui va compter 405 000 soldats, qui ne laissera pas indifférents les étudiants français. Ce sont les premières exécutions de militants du FLN. C'est l'attentat pied noir de la rue de Thèbes, avant le détournement de l'avion qui transportait les leaders algériens. Les liens entre l'UGMA et l'UNEF, qui s'étaient tissés depuis 2 ans déjà, s'en trouvent compliqués, car les Algériens réclament désormais des positions plus nettes de l'UNEF, qui pense d'abord à préserver l'unité de ses rangs, d'où une rupture totale en 1956, qui en traumatisa beaucoup et qui modifia considérablement le paysage politique français. La révélation des tortures de l'armée et des policiers français, la dissolution de l'UGMA en 1958, l'arrestation, les tortures et la disparition des membres de l'UGMA vont constituer des rendez-vous qui vont aider la minorité de gauche de l'UNEF à entamer une lutte difficile mais tenace pour obtenir par un jeu d'équilibre malaisé un engagement progressif des étudiants en faveur de la décolonisation. Peu à peu, ils prendront position contre la guerre, pour les négociations avec le FLN, puis pour l'indépendance. حوار Monsieur Dominique Vallon, bonjour. Bonjour. Bienvenue en Algérie. Merci. C'est un pays que vous connaissiez déjà? Oh oui, je pense que depuis l'indépendance, je suis même venu en 60 en visite dans un voyage de l'ouvrier, pas en militaire, mais et j'ai appris beaucoup de choses sur le système colonial en faisant ce voyage de propagande qui pour moi était l'envers de la propagande officielle. Et donc je suis venu 10-15 fois en Algérie depuis l'indépendance. Alors, Monsieur Vallon, vous venez d'éditer à Casbah Éditions Combat étudiant pour l'indépendance de l'Algérie, UNEF, UGMA, donc 1955-1962. Vous étiez militant à l'UNEF, donc jeune étudiant. Oui, j'ai commencé à Sciences Po, à Paris, en 56. Et j'étais donc là militant de l'UNEF et militant, disons, indépendant. C'est-à-dire que je faisais à l'époque ce qu'on appelait les manifestations spontanées contre la guerre, c'est-à-dire que on était prévenu le matin qu'il fallait se donner un rendez-vous dans une église à Saint-Sulpice par exemple, pour ensuite trouver des gens qui vous disaient où on irait pour se regrouper et faire une manifestation sauvage très minoritaire. Et puis j'ai été à partir de 59 président de l'Assemblée des étudiants de Sciences Po. Et j'ai enchaîné, en page 60, vice-président de l'UNEF, chargé du dossier algérien, et 61-62, président de l'UNEF. Mmh. Alors j'ai vu que vous évoquiez également la GEC. Oui. Et votre rapport à la GEC? La GEC, pour l'auditeur, je crois qu'il faut dire que c'est la jeunesse étudiante chrétienne. Oui. Et c'est vrai que j'étais au départ militant d'Action catholique quand j'étais au lycée. Mmh. Et puis, il faut croire que je n'avais pas une foi absolument inébranlable et c'est parti tout seul et je me suis retrouvé militant syndical et politique beaucoup plus naturellement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, l'UNEF qui
et l'organisation syndicale qui avait le monopole, qui regroupait tous les étudiants, même ceux qui étaient de droite ou Algérie française. Et dans ces dirigeants, il y avait une très importante proportion de militants d'origine catholique, puisque les militants socialistes étaient plus que déçus par Guy Mollet et la SFIO, et que le Parti socialiste unifié, qui s'est formé seulement en 1960, et que les étudiants communistes étaient des militants contre la guerre, mais que leur parti ne l'était pas beaucoup. Donc, du coup, les militants d'origine catholique non inscrits à un parti avaient étaient peut-être les plus dynamiques, en tout cas ceux qui étaient les plus à l'aise pour prendre la parole, agir, orienter l'action du syndicat. Et vous dites dans votre livre que vos premiers pas dans la militance, ça n'a pas été l'Algérie en fait. C'était plutôt la protestation contre l'envahissement de la Hongrie. Oui, écoutez, je pense, mon premier pas, ça a été en 54, le lendemain de Dien Bien Phu, donc de la défaite française radicale face aux Viet Minh. Il y avait un cours d'histoire au lycée, j'étais en seconde, et on avait un professeur communiste, Albert Soboul, qui est un grand historien. Élève de Soboul, ça doit être extraordinaire. Ça. Et toute la classe a quitté la salle en l'insultant. Et donc on est resté 3 à solidarité avec lui, et on a passé l'heure à parler avec lui. Et j'ai retrouvé Soboul ensuite à l'université quand j'étais moi-même à l'UNEF. C'est un des plus grands historiens de la Révolution française. Oui, tout à fait. Et voilà, donc ensuite, effectivement, quand j'arrive à l'université en 56, c'est l'envahissement de la Hongrie par les troupes soviétiques. Et donc, spontanément, naturellement, j'ai manifesté, et je suis même allé donc jusqu'au pied du siège du Parti communiste, où ensuite j'ai été invité à venir en tant que président de l'UNEF. Bon, c'était pas un problème. Donc pour vous, l'Algérie, après, je veux dire, c'était dans le même élan de solidarité, de protestation, de révolte, de colère contre les injustices, contre l'empire qui était la France à ce moment-là. Si vous voulez, j'étais naturellement anticolonialiste. En même temps, l'Algérie, ce qui nous arrivait, c'était progressivement, et ça a commencé tout de même à la fin 55 et surtout évidemment en 57 encore plus, c'était les articles, les livres interdits mais qu'on se passait tous ou qui étaient réédités par Robert Barra en papier journal. Et donc on avait tout de même beaucoup d'informations, et chaque fois que on était informé d'un nouveau crime, on allait manifester, et donc je dis oui, on avait la rage d'être français et d'être associé par le pouvoir à quelque chose que nous condamnions absolument. Et puis c'est progressivement que les choses ont mûri, et que au-delà de la critique de la sale guerre, si vous voulez, je suis arrivé comme les gens de ma génération qui pensaient cela à une conception que c'était clairement la lutte pour l'indépendance, c'était ça la raison d'être, l'aboutissement et la conclusion normale, souhaitable et tout. Et je disais tout à l'heure à propos d'un petit voyage de propagande que j'ai fait en Algérie en 60, qui était destiné à ce que les gens invités repartent en disant c'est formidable, il faut que la France reste en Algérie. Pour moi, j'ai découvert de manière très partielle, mais justement c'était déjà pour moi très très lourd ce qu'était le système colonial dans la Casbah quadrillée par les paras, le domaine Borjo, et la chambre de commerce de Annaba, enfin de Beaune, et des discours affreux, et donc à ce moment-là les choses ont été définitivement claires. Pour moi ça devait pas être évident. Enfin, je suis toujours fascinée par ces parcours de vie, encore une fois, où on est capable de s'élever contre un discours dominant. Je sais pas, vous étiez français en France, on parlait des événements d'Algérie de façon très tendancieuse, et donc il y avait très peu d'éléments qui pouvaient vous permettre de prendre position
pour l'indépendance algérienne. Écoutez, d'abord les étudiants ne sont pas naturellement des suivistes ou des suiveurs de l'opinion dominante. Bon, donc c'était déjà un bain stimulant. Et puis, si vous voulez, on n'arrêtait pas de parler entre étudiants, militants. Moi, si j'étais un jeune qui n'avait pas encore une réflexion idéologique ou politique ou théorique, pas idéologique, je retrouvais des militants trotskistes ou communistes ou socialistes non molettistes qui avaient déjà une formation politique plus importante. Bref, c'était une excitation perpétuelle, quoi, entre l'excitation intellectuelle, l'excitation d'aller dans la rue, les flics. Donc pour moi, c'était facile finalement. Le mot d'ordre à l'UNEF, c'était paix en Algérie ou FLN vaincra? Ah non, c'était pas FLN vaincra, parce que si on avait eu ça comme mot d'ordre, en tant qu'organisation syndicale, le gouvernement nous aurait immédiatement dissous et tout le travail de dizaines d'années de militance pour construire une grande organisation aurait été détruit. Donc le mot d'ordre, c'était paix en Algérie, négociation avec le FLN puis le GPRA. Et donc c'est sur ce mot d'ordre-là et sur aussi la reconnaissance qu'il s'agissait d'une guerre coloniale et que donc et que l'objectif c'était d'achever la décolonisation de l'Afrique et donc de l'ensemble du Maghreb et de l'Algérie. C'est sur ces bases-là que l'UGMA, qui avait rompu avec l'UNEF 4 ans auparavant, en 1960, nous a dit voilà, les choses sont mûres maintenant, vous êtes notre partenaire, on peut dialoguer. Et donc c'est comme ça que j'ai eu le bonheur d'aller à Lausanne rencontrer le bureau de l'UGMA pour signer la première déclaration entre une organisation française représentative de l'ensemble du milieu étudiant, donc l'équivalente d'un syndicat comme la CGT, le SFTC, toute proportion gardée, et dans la première organisation française qui signait un texte avec une organisation du FLN, puisque l'UGMA était une organisation du Front. Clairement affiliée au FLN, effectivement. L'UGMA, est-ce que c'était comme l'UGTA et les commerçants et les femmes, etc., c'était un succursale du FLN? Eh bien, non. Nous avons des récits, par exemple, du docteur Faradi, un peu plus ancien que Belaïd Abdeslam, qui connaissait un peu l'histoire, la trajectoire de l'UGMA. Nous avons Lamine Khan, vivait la chose d'Alger et qui pouvait aussi parler de la création de l'UGMA. Il y avait de différentes interprétations, comment le premier bureau exécutif de Ahmed Taleb, Hachi Yaker et Mouloud Balawan et compagnie, comment ça s'est créé, qui l'a composé, qui était derrière ça. Est-ce que l'UGMA, c'était quelque chose de créé en ordre par Aban Ramdan, qui venait d'être libéré en janvier 1955, ou est-ce que c'était quelque chose qui était créé d'une autre façon, avec une trajectoire indépendante? Alors, moi, je penche vers l'interprétation de l'autonomie de l'UGMA en tant que création, qui, bien sûr, a très bientôt fait cause commune avec la Révolution. Il y avait une formule que Massaoud et d'autres avaient dans leur résolution, c'était l'arme de la Révolution qui travaillait en plein soutien de la Révolution algérienne, ça il n'y a pas question. Mais quand même, il y avait une autonomie d'organisation. Quand l'UGMA était dissoute en France en janvier 1958, il y avait quand même une tentative de dire que les responsables de l'UGMA avaient déserté le bateau qui devait être discipliné par le FLN. Le bureau exécutif de l'UGMA est resté solidaire. On a voulu les diviser, mettre les uns comme des pions de la Fédération de France. Ça n'a pas marché. L'UGMA est resté, il a changé pour aller en Suisse. Il y a eu une certaine division de travail où l'UGMA s'occupait des étudiants à l'extérieur, qui étaient de plus en plus nombreux avec la répression française,
et que section universitaire de l'FLN, c'est une affaire de Didi Nabas et d'autres à l'intérieur, la France, qui avait enfin deux organisations. Mais il y a eu toujours des tentatives de contrôle, et quand enfin, il y a une autre discussion, c'est qu'est-ce qui s'est passé même en 1956, il y a eu la fameuse grève illimitée des étudiants. Est-ce que c'était mot d'ordre de la FLN ou est-ce que c'était quelque chose décidé spontanément par les étudiants? Là, je pense qu'il y a deux interprétations et que les deux probablement sont correctes. D'un côté, il y a eu spontanéité des étudiants. D'autre côté, la FLN voulait bien sûr encourager cette grève. Mais c'était une action en parallèle. C'est pas que les étudiants, c'était je dirais en anglais, les petits poodles, comme Blair de Bush, de la FLN. C'est pas du tout vrai. Les étudiants avaient leur trajectoire indépendante. Ensuite, l'UGMA, établi en Suisse, avec une lourde responsabilité pour les étudiants à l'extérieur, voulait quand même se renouveler. C'était une association démocratique, donc en principe, il faut avoir un congrès chaque année. Bon, ce n'était pas possible, bien sûr, après le congrès clandestin de 1957, ce n'était pas facile d'organiser quelque chose si on était dissous en France. Ils sont quand même arrivés à avoir un congrès, une véritable réussite sur le plan pas simplement de la propagande extérieure internationale, mais sur le plan de la teneur d'une démocratie au sein de l'association. Il y a eu un renouvellement, il y a eu certains du bureau politique qui n'ont pas été réélus, d'autres qui étaient de nouvelles qui sont entrées au bureau exécutif. Enfin, c'était la démocratie en marche. La composition du premier exécutif est le résultat de cette énorme bataille qui a eu lieu auparavant. Il a fallu regrouper, nous avions des oppositions partout à travers la France et Navarre. Il y avait beaucoup de gens qui disaient pas du GEBA. Il s'agissait de construire l'UGA. Ce n'est qu'après la conférence préparatoire où se sont affrontés les points de vue, où une très grande majorité s'est dégagée, et il faut reconnaître qu'à ce moment-là, quelqu'un comme Taleb a joué son rôle en essayant de convertir les gens, ses amis, même qui n'étaient pas d'accord. Il y avait beaucoup de gens ayant appartenu à l'UDEMA, à l'Union démocratique du manifeste algérien, c'est-à-dire du parti de Ferhat Abbas, qui n'étaient pas chauds, qui n'étaient pas d'accord pour que nous intitulions l'Union comme Union générale des étudiants musulmans algériens. De sorte que l'issue même de ce combat, de ce dialogue, ce pareil combat, ça a été très fraternel, on a bagarré, c'est vrai, ça a été très difficile. Et à partir du moment où cette majorité s'est dégagée, nous avons voulu la traduire dans les instances dirigeantes de l'Union. On s'est dit maintenant, parce que l'initiative, comme chacun sait, était une initiative PPA-NTLD, c'était le grand mouvement moteur de la création de cette, notamment à la tête de laquelle se situait Abdelaïd Al-Islam, qui en a été un peu le promoteur. Eh bien, on a pensé qu'après ce qui s'est passé au niveau de la conférence préparatoire et du grand débat idéologique qui s'est développé, il faudrait que cette union qui s'est dégagée, cette majorité qui s'est dégagée à la conférence préparatoire, soit réfléchie, se reflète dans les instances dirigeantes de l'Union nationale. Et c'est pour cette raison que notre ami Taleb a été élu président. Je ferai remarquer que les décisions étaient prises au scrutin secret, comité directeur comme comité exécutif. Donc, évidemment, il y avait les préambules, les palabres dans les couloirs. Toute élection est précédée par des contacts, mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons voulu exprimer cette union nationale qui s'est formée, qui s'est exprimée d'une façon très claire au niveau de la conférence préparatoire. Au demeurant, les choses ont été très vite, puisque 3 mois après,
au mois de septembre, l'UGA a décidé elle-même de se dissoudre spontanément, de dire c'est terminé, nous mettons fin à l'existence de l'UGA et nous demandons à nos militants de se rattacher à l'UGMA. Merci Lamia Mahfouf. Donc le premier intervenant est Monsieur Clément-Henri Moore, historien, auteur de Combat et solidarité estudiantin l'UGMA 1955-1962, Casbah édition 2010. Dans le deuxième écho, on retrouve Monsieur Mes'oud Eichalel, président de l'UGMA de 1957 à 1961 et qui a par la suite occupé divers postes politiques et diplomatiques notamment. Oui, alors Mes'oud Eichalel, qui a été un des plus brillants leaders de l'UGMA et qui a très très bien connu Dominique Vallon. Qu'on retrouve tout de suite. Justement, il y a tout un chapitre dans votre livre, dont je rappelle le titre, Combat étudiant pour l'indépendance de l'Algérie, UNEF UGMA, 1955-1962, de Monsieur Dominique Vallon, aux éditions Casbah. Voilà, il y a toute une partie sur effectivement la première rupture et puis la reprise de ces liens entre l'UGMA et l'UNEF. Donc, vous pourriez dire que c'est sur le plan politique que ça se fait. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que, nous, pour les étudiants, nous avons eu un travail pédagogique qui était de dire tous les problèmes que nous rencontrons, budgétaires, les sursis pour pouvoir faire les études avant de partir à l'armée, les libertés, la démocratie, les coups d'État ou les putschs permanents entre le 13 mai, les barricades de la Gaillarde, puis ensuite les généraux en avril 61. Bref, tous ces problèmes, c'est la guerre et c'est à la guerre qu'il faut mettre fin. Donc ça, c'était le premier pas. Le deuxième pas, c'était de dire il faut mettre fin à cette guerre, non seulement parce que elle handicape la France et les étudiants parmi tous les Français, mais elle est totalement injuste, condamnable et sans issue autre que la défaite. Donc il faut négocier avec le partenaire algérien. Voilà. Et bon, donc ce mot d'ordre, moi j'ai un peu regretté que nous n'ayons pas assez tôt parlé de l'indépendance. Parce que c'était un peu une prudence de notre part. D'autre part, l'UGMA disait l'enjeu, c'est les négociations avec le GPRA sur les conditions de l'autodétermination. Donc l'indépendance, elle sera le résultat naturel de ces négociations. Mais quand je suis venu à Tunis au congrès de l'UGMA à l'été 1960 pour représenter l'UNEF, faire un discours malheureusement trop long d'une vingtaine de minutes devant Ferhat Abbas, Krim Belkacem, Boussouf, Bentobal et puis la presse internationale, j'étais un peu gêné parce que j'étais tenu à ne pas utiliser des mots qui allaient au-delà des textes de l'UNEF. J'étais déjà là contre l'opinion du bureau de l'UNEF. J'avais imposé finalement de venir alors qu'ils disaient c'est trop dangereux pour l'UNEF, pas pour moi. Enfin. Oui. Et bon, donc j'ai regretté un peu qu'on n'ait pas plus tôt parlé indépendance, parce que non seulement ça aurait été plus confortable pour moi dans mon discours à Tunis, mais surtout ça aurait permis d'aborder des sujets un peu de l'avenir. Et en même temps, je pense pas que l'UGMA souhaitait tellement, ni le GPRA souhaitait tellement discuter avec la France, même au niveau étudiant, sur l'avenir. Il y avait de ce côté-là un espèce d'embargo sur les débats sur l'avenir de l'Algérie, qui est explicable. C'était pas à la France de dire quel était l'avenir souhaitable. Par contre, entre UNEF et UGMA, on pouvait parler franchement et dire parce voilà. Que vous étiez partenaires quand même. Donc je pense que dans les relations de solidarité, ça se fait. Mais il n'en avait peut-être. Il y a peut-être aussi une question d'immédiateté du combat. Absolument. Qui fait que il y avait des priorités évidentes. Oui, j'imagine dans ces cas-là. Et l'UGMA, quand vous l'avez connu, c'était incarné pour vous, c'était incarné par qui? C'était Mes'oud Eichalel. C'était lui le président. En 60, il était président déjà depuis 3 ans, je crois. Et c'est lui qui nous a accueillis à Lausanne. C'est lui que j'ai retrouvé à Tunis. Et moi, j'ai une grande admiration
pour l'homme, son humanité, sa subtilité, comme d'ailleurs beaucoup d'autres militants algériens. J'ai retrouvé ça aussi chez d'autres. Il n'y avait pas beaucoup de filles à l'UGMA, même en France. Écoutez, en France, là si, j'ai retrouvé une militante de l'UGMA qui a fait de la prison. Ensuite... Zolia Bekador. Oui. Et donc, si vous voulez, ça c'est... Le salon, c'est formidable pour ça, quoi. C'est qu'on fait des rencontres auxquelles on n'avait pas pensé au départ et qui vous remplissent de bonheur. Et non, il n'y avait pas beaucoup d'étudiantes. Et puis, en fait, en France, à partir de 58, l'UGMA a été dissoute, en janvier 58. Donc déjà, les étudiants algériens étaient souvent arrêtés, emprisonnés, pour certains torturés. Donc, l'UNEF, on avait beaucoup à suivre ça. Chaque fois qu'il y avait une arrestation, on était prévenu, on intervenait, on demandait des informations au ministère de la Justice, etc. Donc, mais on avait très peu de contact avec les étudiants directement. Moi, j'avais un correspondant à la Fédération de France de la section universitaire qui était mon correspondant officiel pendant toute la période de guerre avec le front. Mais j'ai pas connu les dirigeants de la fédération. Tout ça a été tout de même très cloisonné. Et donc à Tunis également, d'abord il y a au congrès de l'UGMA en 60, il y avait très peu d'étudiants de France, je ne sais même pas s'il y en avait. C'était essentiellement des pays arabes, d'Europe de l'Est ou de Suisse ou même des États-Unis. Il n'y avait pas beaucoup de femmes, par contre il y en a eu deux qui s'occupaient de moi, deux femmes splendides, qui ont épousé ensuite Jamel Houhou et Messaouda Ichalal, donc que j'ai retrouvé quand elles étaient ambassadrices de l'Algérie, femmes de l'ambassadeur de l'Algérie à Paris. Puisque tous mes amis de l'UGMA sont quasiment passés à l'ambassade de France, l'ambassade d'Algérie en France, excusez-moi. Quelle pépinière. Oui. Et puis cette envie de faire ce livre, c'est venu comment ? Écoutez, c'est venu parce que je vieillissais, que j'ai très peur je perds de la mémoire actuelle. Heureusement, la mémoire ancienne reste encore. Et donc, je me suis dit, je vais rédiger des bribes de cette mémoire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et sachant que je faisais ce travail que sur ma période de jeunesse, que j'avais aucune idée et aucun intérêt de faire des mémoires qui suivraient le cours de ma vie, qui a été tout de même après tout à fait positive pour moi, intéressante, mais tout de même moins passionnante que les années de la guerre de libération. Et voilà, donc ensuite c'est des amis qui m'ont dit mais ça peut faire un petit livre. Et puis l'accoucheur de ce livre-là chez Casbah, c'est un grand monsieur que j'aime beaucoup, c'est Boudjema Karesh, qui ayant lu le manuscrit, comme il sait faire, s'est enthousiasmé, m'a mis en contact avec des gens de Casbah et voilà, le livre s'est fait. Cette partie de votre vie, vous en avez parlé en famille, à vos enfants ? Écoutez, oui, j'ai aucune raison. Je ne suis pas comme dans la situation d'un appelé du contingent qui refoule les horreurs auxquelles il a pu être mêlé contre lui. Donc moi, c'était une période au contraire glorieuse, si je peux dire. Donc j'avais pas de difficulté à en parler. Et en même temps... vous savez, on ne parle pas finalement de son histoire. Il faut que quelque chose arrive. Ça peut arriver à un dîner, à une rencontre, brusquement. Ça déclenche. Et à ce moment-là, les vannes sont ouvertes et on peut parler des heures. À partir du moment où on commence, même à écrire, c'est comme quand on commence à parler, je pense. C'est-à-dire qu'on continue. Eh bien, peut-être que sur ces mots-là, on va vous remercier, Monsieur Vallon. Merci. C'est moi qui vous remercie et merci à l'Algérie. Ben voilà, merci Monsieur Dominique Vallon. Donc je rappelle à nos amis auditeurs, Rachida Mansef, que nous pouvons le retrouver juste après cette émission à partir de 14h30. Oui, à la librairie du Tiers-Monde. Voilà. Pour dédicacer son livre que nous vous invitons à lire, très intéressant. Et tout de suite, on passe à Art et Révolution de notre ami Abdou Sayah.
art et révolution. Monsieur Mahiddine Bantir, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez réincarné, pour ainsi dire, parce que la RTA, malheureusement, pour eux, malgré qu'ils savent que je suis là, je parle de la télévision, hein, parce que je remercie beaucoup la radio. Abdou Hayaouni, comme on dit chez nous. Ça m'a fait de la peine quand je revois mon cycle que j'ai fait en 57. Et j'ai un laissez-passer qui a 46 ans. Alors justement, lorsque l'on rentre au siège de la télévision ou de la radio, il y a le logo de la RTA. Pour nos amis auditeurs, en allumant la télévision algérienne, ce logo qui s'impose de lui-même, et donc vous êtes le créateur et le concepteur. 1962, c'était l'indépendance, ce logo existe encore. Alors je suppose que c'est l'objet de votre fierté. Ah oui, c'est l'objet de ma fierté, et aussi ça m'a rappelé parce que en 62, Monsieur Larouati est venu me voir, il m'a dit Mahiddine, tu es le plus ancien, il faut me donner la liste des gens compétents. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Alors nous revenons à ce logo, Monsieur Bantir. Eh bien, le logo, moi, quand je le vois comme ça me fait comme on m'avait posé des électrochocs, là, pour réanimer mon cœur, vous voyez. Et c'est d'ailleurs, j'ai écrit Cœur de 20 ans, que vous allez écouter plus tard, même Prête-moi 1000 balles, Fille de Jouvence, que j'avais fait en 62 à Paris avec Claudric, qui est né à Bab el Oued, et c'était le chef d'orchestre de Mireille Mathieu, et donc le logo... comment est né ce logo? J'avais 18 ans et grâce à Jacques Bedos, l'oncle Guy Bedos, vraiment il aimait beaucoup les Algériens. En 1957, Jacques Bedos me disait de faire les génériques. J'étais d'abord dessinateur en générique et il me disait de faire le logo de l'ORTF. Je me suis dit, comme on parlait beaucoup du régiment tirailleur algérien, je l'ai transformé en radiodiffusion télévision algérienne. Et je l'ai fait en cachette et je l'ai caché. Et quand on est revenu du maquis de Melleg, Larouati m'a dit, on est indépendant, on veut un logo. Donc le logo, j'ai été engagé grâce à Jacques Bedos à l'ORTF en 57. Et Jacques Bedos me demandait de faire les génériques pour son émission 6K2, l'ORTF, le fameux cycle de l'ORTF. Je me suis dit, pourquoi pas RTA, la télévision, RTA. Et je l'ai fait en cachette. Et à l'indépendance, il y a Monsieur Larouati, Safer, il y avait Tassot l'Arab, Allah yarhamou. Ils m'ont dit, ils nous font un sigle. Enfin, j'avais une cache. J'ai sorti 4 sigles poussiéreux. J'ai dit, les voilà. Ils m'ont dit, mais comment tu as fait? Et Madame Soleil, on vient te le demander. Écoute, je prends le téléphone, j'appelle Boualam Télécinéma. Il est venu en souriant. Quand est-ce que tu l'as vu? Il me l'a montré en 57 et j'avais peur pour lui, pour que l'OS le tue. 1957, vous rentrez à l'ORTF. Quelles ont été vos activités? D'abord, j'étais dessinateur en générique parce qu'ils avaient besoin d'un jeune qui écrivait l'arabe et le français. C'était du temps du noir et blanc. Alors, tous les génériques des émissions, par Gribi, je les faisais moi-même. Et comme ils ont vu que j'avais un don des décors, je faisais les décors Tal'anqa, Ta'grouabi, tous les décors orientaux, c'était moi aussi. J'étais assistant décorateur. Après, ils m'ont nommé, quand ils ont vu que, par exemple, il y avait Boualam Rabi Allah yarhamou, le mari à Farida Sabounji, qui chantait Marchand de tapis à Paris. Alors, moi, j'ai eu l'idée, j'ai dit, au lieu de dépenser des sommes colossales, et c'était le noir et blanc, j'ai fait un cycle en bleu nuit, et avec 2 francs de craie, je lui ai créé le moulin rouge, avec de la craie. Alors le directeur était content, les autres décorateurs, quand on voit là, avec 2 francs de craie, vous 10 millions le décor, lui avec 2 francs de craie. Alors ils sont venus même de Paris, c'était Télé 7 jours. J'étais dans cette Télé 7 jours, et Rabi Allah yarhamou, il chantait en patawet. À l'époque, on appelait ça du patawet, marchand de tapis à Paris. C'est comme ça. Après, ils m'ont donné les décors,
La palette des chansons. Bahidine Bonter, vous avez interprété une chanson, Prête-moi 1000 balles, qui était un grand succès. Vous avez même réalisé un clip, c'était le premier vidéoclip en Algérie, où on vous voit sur votre Vespa. Alors 1000 balles, c'était pour aller danser, et 1000 balles qui avait une autre signification à cette époque. Oui, à cette époque, là, pour tromper l'ennemi, je parlais de 1000 balles, mon guitariste qui m'a dit de lui prêter 1000 balles, mais moi, 1000 balles, c'était pour le maquis, pour alimenter le FLN. D'ailleurs, la fameuse Vespa, là. Après, la chanson Prête-moi 1000 balles. Après, j'ai fait Aïe Dik Scooter, c'était le premier, je ne savais pas, c'était le premier clip, et je ne savais pas que c'était un clip, avec la complicité de l'Aïrhamou Mustafa Gheribi, et un scooter. Alors, le scooter a une grande histoire. On peut dire ce scooter a fait le maquis. Parce que, il y avait, enfin, je peux pas la citer parce qu'elle a fait sauter le plan quand l'émission est passée. Les filles étaient très pudiques, hein. On passait les barrages. Et la belle fille, je l'appelais la suédoise Kabyle, donc elle souriait aux parents, on passait les barrages. Alors, on passait les barrages, mais dans la guitare, il y avait des tracks FLN, les années 58, ça, hein. Et dans le coffre, il y avait le Hachmi Sherif, qui était scribe de Gribi, qui m'apportait des armes à réparer. Donc, dans le coffre de la Vespa, il y avait des pistolets à réparer que je donnais à un ami d'enfance d'école, qui est mort, Kandour, Mustafa Kandour, qui était artificier. Donc, la Vespa, plus tard, je l'ai prêté à Messoud, mon beau-frère, Khouard al-Jazairi. Ils lui ont volé cette Vespa à la Liti. Vous avez interrompu votre carrière et vos activités à la télévision pour aller au maquis. C'était du côté de la frontière tunisienne. Ah, je me suis dit, puisque je suis connu à la télévision, à l'époque, on m'appelait l'Elvis algérien, et puisque je suis connu dans le milieu sportif, dont j'entraînais à l'âge de 16 ans, 150 athlètes, le Wydad de Bellecour. Donc j'ai posé la première barricade 8 rue de Cambrai. D'ailleurs, François en parle. Avec vous verrez sur la terrasse de Sator, il y a encore mes banderoles, hein. Et on était recherchés. Et c'est là qu'on a rejoint le maquis avec le frère Kandour. On s'est tapé Sogahras Gardimawa à pied. Et quand on s'est déguisé en maçon, parce qu'il y avait il y avait les parents, avec la complicité de monsieur Meslem qui avait un café à Sogahras, il nous a déguisés en maçon pour aller construire une école après les barbelés. Et de là, il y avait un vieux boiteux mesquin qui nous attendait avec son âne. Il nous a Danahta al-Khdaria, rejoindre le maquis. Et là, au maquis, il y a une anecdote, je dis, voilà, je suis le frère à Farida. Le commandant, Haramat, Farida Bentir, quand on était blessé ou malade à Tunis, elle nous lavait les pieds avec de l'eau de colonne. Pour que les Tunisiens, les Algériens sont mauvais. Donc, plus tard, elle était secrétaire d'ambassade à Moscou de Ben Yahya, Allah yarhamou. Je suis resté 2 ans. Il y avait colonel Boutella, c'était mon commandant. Il y avait Allahum, Allah yarhamhum. Il y avait Bouchouireb. Et là-bas, j'étais instructeur et je leur apprenais les chants patriotiques, je leur apprenais la marche. Et quand je suis revenu, c'est là qu'on a fait démarrer la RTA avec Monsieur Larouaté, Safer. Merci Abdou Sayah de nous avoir fait partager ce délicieux moment avec Monsieur Mahiddine Bentir que nous saluons d'ailleurs. Oh oui alors Monsieur Bentir. Rachida Mansef, on arrive... C'est le tour de nos 2 amis historiens, parce que nous, on a décidé que Badia avait eu son quitus, hein, désormais, n'est-ce pas, Daho? Vous l'avez tellement bien enseigné. Donc, Daho et Badia dans Tarikhuna. Tarikhuna. On pourrait dire, Monsieur Dahou Djerbal, que la formation du mouvement nationaliste est telle
Enfin, les prémices sont-elles de la base ouvrière? Je veux dire, oui, est-ce que tout avait démarré de là? Alors, donc, je voulais simplement qu'on sache qu'il y a le courant communiste par des militants communistes qui sont parmi les premiers, sinon les premiers, à structurer l'Étoile nord-africaine, à la diriger. Puis il y a un deuxième courant qui est le courant des partisans de l'émir Khaled. L'émir Khaled qui demande l'autodétermination de l'Algérie, mais qui fait pas partie de l'émigration algérienne, qui est un cas assez particulier, et sa base politique, ce sont les notables algériens qui sont à Paris, c'est-à-dire les commerçants, les négociants, les intellectuels, constituent sa base. Ils font partie de l'Étoile nord-africaine au départ. Donc il y a eu deux courants au sein de l'Étoile africaine. Et il y a un troisième courant, et pour terminer, donc c'est le courant qui est ni OPC, qui reconnaît l'importance et l'autorité de l'émir Khaled, mais qui demande l'indépendance de l'Algérie. Et c'est ce courant qui va être représenté plus tard, en 1927, par Messali Haj et d'autres militants de l'Étoile nord-africaine. Donc ça fait trois courants. Et ces trois courants qui font lancer le mouvement nationaliste algérien en France a pour base de masse l'émigration, et principalement l'émigration ouvrière. Mais au sein de l'émigration algérienne, il y a aussi des petits commerçants, il y a aussi des propriétaires d'hôtels et de petits meublés. Donc ils vont aussi constituer une branche du mouvement nationaliste, parce qu'ils vont faciliter l'accès aux infrastructures pour des salles de réunion, pour des bureaux, pour le financement, etc. de l'association. Donc c'est tout cela qu'il faut prendre en considération pour dire oui, il y a une base de masse d'émigrés. Dans cette base d'émigrés, il y a une majorité d'ouvriers. Ce sont des ouvriers salariés, mais ce sont des ouvriers saisonniers, c'est-à-dire qu'ils vont et qu'ils viennent. Ils vont et reviennent en Algérie, saisonnièrement. Ils vont passer 6 mois en France, dans les usines, dans les mines, dans les ports, et ensuite ils reviennent au pays pour faire la récolte, la moisson ou la cueillette. Et ainsi, on a des nationalistes en herbe en France, au sein de l'émigration, mais qui gardent quand même un contact avec l'Algérie. Et ça, c'est extrêmement important dans l'histoire du nationalisme algérien. Mais comment ça se percutait, par exemple, pour l'Algérie? Je veux dire, eux, ils étaient là-bas. Enfin, le premier noyau de nationalistes algériens s'est formé donc en France. Mais comment ça se percutait ici, chez nous, en Algérie? D'abord, il y a le lieu de se rendre compte que ces émigrés, dans les milieux ouvriers, dans les usines, dans les entreprises ou dans les quartiers populaires, ils sont en contact permanent avec des formes d'organisation et de militantisme qui sont inconnues en Algérie. Donc au fond, quand ils reviennent en Algérie, ils parlent de leur expérience de lutte, de revendication, de défense des droits, mais aussi de revendication de la reconnaissance des droits des musulmans nord-africains. Donc du politique. Or, le politique est interdit en Algérie. Depuis 1923, on sait que la porte de la revendication politique est fermée. Donc, au fond, c'est au sein de l'émigration que vont se constituer, que vont se former les premiers nationalistes algériens. Et ça, c'est très important, parce que quand ils reviennent en Algérie, ils reviennent avec des idées qui sont neuves pour l'Algérie, en tout cas sur le territoire national. Et là, ces idées vont se répandre. Ces idées vont prendre souche, vont prendre racine petit à petit, pas immédiatement, parce que les conditions de la répression, les interdits politiques sont extrêmement forts encore en Algérie. Donc voilà, c'était pour répondre à la question base ouvrière, oui, mais il y a aussi dans l'immigration d'autres couches, d'autres représentants qui sont membres de l'Étoile nord-africaine au départ. Voilà, merci Dahoud Jerbel, Badia Haddad. On vous retrouve donc la semaine prochaine, où vous aborderez d'ailleurs la création de Jam'iyat al-Ulama. À la semaine prochaine. Avant de nous retrouver avec le texte de Souad Inal dans la dernière minute... C'est pas mon texte. Non, mais c'est un texte lu. Que vous allez incarner, que vous avez choisi dans l'œuvre de Marguerite Taous Amrouche, Le Grain magique. Et...
Oui, et justement, nous devons d'annoncer le site de notre émission, le site... Alors d'abord le site de la radio, oui. radioalgérie.dz/3, et puis à partir de là vous cherchez l'émission Feshado, et là vous retrouverez donc notre podcast et les émissions précédentes d'ailleurs. Et puis vous pouvez nous retrouver aussi, comme toujours, sur notre page Facebook qui porte le même nom que l'émission, Feshado, Histoire et Mémoire. Et à cette occasion, nous avons reçu, à la suite de notre dernière émission avec Madame Zahra Drif, que nous remercions encore une fois, une lettre très sympathique d'un monsieur, docteur Guesmia de la Cité Mhiddin, qui signe ainsi pour nous apporter des éléments supplémentaires de mémoire à propos du shahid Ba'desh Ben Hamdi, qui avait été accusé d'être l'auteur de l'assassinat du maire de Boufarik, dont nous avons parlé la semaine dernière, donc Amédée Froger, qui a été condamné à mort et exécuté le 25 juillet 1957 à 3h30 du matin. Donc, si nous le permet, nous pourrons reproduire cette lettre sur notre page Facebook. Et merci beaucoup à docteur Guesmia pour... Merci infiniment. La dernière minute. Qu'on aimerait suivre les âmes au pays où elles s'enfuient. Je marcherai la nuit, le jour, et les cieux je parcourrai pour voir les bien-aimés qui m'ont laissé le cœur blessé. Qui voudrait m'accompagner au pays où se trouvent les âmes? Nous irions à leur recherche, et nous mêlant aux oiseaux, nous nous éleverions en plein ciel vers mes enfants bien-aimés. Qu'on aimerait suivre les âmes au pays où elles s'enfuient. J'irai à travers les cieux, cheminant avec les étoiles, à la rencontre des bien-aimés, par qui mon cœur est endeuillé. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous étiez servis simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient en se battant.